Alors, bonjour à tout le monde. Alors, si vous me voyez, envoyez-moi un message. Si vous m'entendez, envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Alors, vous arrivez à m'entendre ou non? Très bien, merci. Pardon, maman, appelle l'écran, ça ne posera pas un problème. Alors, on va commencer. Bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, donc, on va aborder notre cours, donc, intitulé Les équilibres chimiques. Alors, pour vous donner une représentation imagée de l'équilibre, alors considérons un train formé de deux wagons. Alors, je répète, considérons un train formé de deux wagons. Donc, nous allons caractériser chaque wagon par le nombre de voyageurs qu'il contient. Par exemple, d'accord. Donc, considérons un train formé de deux wagons. Donc, nous allons caractériser chaque wagon par le nombre de voyageurs qu'il contient. Alors, par exemple, 4 voyageurs sur un wagon et 4 voyageurs sur l'autre wagon. Nous dirons qu'il y a un équilibre si ce nombre est constant. Alors, cet équilibre peut être obtenu de deux façons. Ou bien, chaque wagon caractérisé par le nombre de voyageurs qu'il contient, aucun voyageur ne se déplace d'un wagon à l'autre. C'est-à-dire, il y a un équilibre à ce moment-là, et l'équilibre est dit équilibre statique. Ça, c'est le premier type d'équilibre. Le deuxième type d'équilibre, c'est qu'il y a une circulation permanente des voyageurs d'un wagon à l'autre, de telle façon que le nombre de voyageurs qui arrivent à chaque wagon est égal au nombre de voyageurs qui le quittent au même instant. Je m'explique. Par exemple, deux voyageurs quittent ce wagon et arrivent à l'autre wagon au même instant que deux autres voyageurs le quittent et arrivent à l'autre wagon. À ce moment-là, nous dirons qu'il y a un équilibre, et l'équilibre est dit équilibre dynamique. Donc, de façon générale, il y a deux types d'équilibre, équilibre statique et équilibre dynamique. Maintenant, alors, maintenant, revenons à notre sujet, c'est l'équilibre chimique. C'est quoi l'équilibre chimique? Donc, l'équilibre chimique est une caractéristique fondamentale des réactions chimiques. Des réactions chimiques, c'est-à-dire des réactifs qui vont réagir avec eux-mêmes pour donner des produits.
C'est quoi l'intérêt de l'équilibre chimique? Pourquoi on étudie l'équilibre chimique? Alors, l'intérêt de l'équilibre chimique réside dans l'existence de deux réactions opposées, c'est-à-dire des réactions qui peuvent se dérouler en deux sens. Donc, c'est quoi l'intérêt? Donc, il est important de pouvoir faire évoluer l'état d'équilibre dans un sens ou dans l'autre. Donc, par exemple, au niveau de l'industrie, donc, on utilise l'équilibre chimique pour pallier au problème de rendement. Par exemple, je vous donne un exemple de synthèse de l'ammoniac. Donc, l'ammoniac, c'est un gaz, il est synthétisé à partir de deux gaz qui sont l'hydrogène et l'azote. Donc, si on veut, par exemple, dans une réaction qui se déroule en deux sens, sens 1 et sens 2, c'est une réaction réversible. Donc, si, par exemple, on veut synthétiser ou augmenter le rendement de synthèse de l'ammoniac, on doit déplacer totalement ou bien rendre la réaction complète vers le sens 1, qui est le sens de synthèse de l'ammoniac. Si, par exemple, dans le sens inverse, on veut dissocier l'ammoniac pour avoir de deux gaz d'hydrogène et l'azote, on déplace la réaction dans le sens 2, totalement dans le sens 2. Donc, ça, c'est pour pallier au problème de rendement. En biologie, l'équilibre chimique est un phénomène général dont le maintien conditionne l'état d'un être vivant. Ça, c'est de façon générale, on va le voir par la suite. Alors, on va commencer par des définitions, des généralités. Alors, on va définir ce que c'est une réaction complète et qu'est-ce que c'est une réaction incomplète. Alors, lorsqu'on met en présence des composés chimiques, trois observations sont possibles dans le système isolé. Alors, c'est quoi un système isolé? Donc, un système isolé est une partie de l'univers constituée par l'objet que l'on veut étudier. Donc, par exemple, cette salle, c'est l'univers, et ce bureau-là est l'objet que l'on veut étudier. Donc, si on veut étudier cet objet, on doit l'isoler par la pensée du reste de l'univers qui est appelé milieu extérieur. Donc, milieu extérieur plus système isolé, ça constitue l'univers. Alors, donc, la première observation, dans la première observation de la première expérience, on va mettre l'oxygène avec l'azote. Alors, dans les conditions normales, c'est-à-dire la température et la pression, donc le système conserve les mêmes propriétés macroscopiques, c'est-à-dire pression, température et composition. La température et la pression et la composition sont les propriétés macroscopiques. Donc, ces propriétés macroscopiques restent constantes, on ne les change pas. On dit que, donc, on commence à l'état initial, on trouve l'oxygène et l'azote. À l'état final, on trouve aussi l'oxygène et l'azote. Donc, les réactifs sont les mêmes, les produits. Donc, la réaction n'a pas commencé. Donc, nous dirons qu'il n'y a pas de réaction et donc pas d'évolution. Ça, c'est la première observation. La deuxième expérience, donc une réaction d'estérification. L'acide acétique plus l'alcool éthylique. Donc, réaction d'estérification à 25 degrés Celsius et 1 atmosphère, c'est-à-dire les conditions normales, 25 degrés Celsius de température et 1 atmosphère de pression. Alors, à l'état initial, on trouve l'alcool éthylique et l'acide acétique. À l'état final, on trouve une quantité restante d'alcool éthylique, c'est de H5OH, et une quantité restante de l'acide acétique. En plus de ça, il y a la formation de l'acétate d'éthyle et des molécules d'eau. Donc, il y a une évolution, mais la fin de l'évolution a lieu alors qu'il coexiste des substances de départ, qui sont l'alcool éthylique et l'acide acétique, et des substances nouvellement formées, qui sont l'ester et l'eau. Donc, nous dirons que la réaction est incomplète. Ça, c'est la deuxième observation. La troisième observation, bien la troisième expérience, nous allons mettre l'hydrogène plus le chlore. Donc, à l'état initial, on trouve l'hydrogène et le chlore. À l'état final, on trouve disparition de l'hydrogène, disparition totale de l'hydrogène et le chlore et apparition d'une nouvelle molécule qui est l'acide chlorhydrique. Donc, nous dirons qu'il y a une réaction et la réaction est totale ou bien complète. Alors, toujours dans les conditions normales, on ne change pas les conditions normales. Alors, donc, un système isolé dont les propriétés macroscopiques ne varient pas, ça c'est la première condition, est un système en équilibre. Donc, les trois types d'observations.
conduisent à une première conclusion. Alors, la première conclusion, l'équilibre des systèmes chimiques se manifeste selon les substances considérées après une réaction totale, après une réaction incomplète ou par l'absence de réaction. Dans les trois types d'observation, on observe ou bien l'équilibre chimique se manifeste. Alors, le deuxième point, donc, c'est l'étude expérimentale d'une réaction incomplète. On va étudier expérimentalement une réaction incomplète. Alors, on va prendre l'exemple de réaction de dissociation de l'iodure d'hydrogène. Alors, la réaction de dissociation de l'iodure d'hydrogène qui va nous donner deux gaz, l'hydrogène et l'iode. Donc, on va étudier cette réaction dans une ampoule scellée, c'est-à-dire bien fermée à 445 degrés Celsius. Alors, partant, l'expérience, c'est quoi? On va partir de HI pur et on va mesurer au cours du temps le pourcentage de HI restant par rapport à HI initial. Alors, pour connaître la composition de mélange à chaque instant, donc, nous pouvons donc, faire refroidir brutalement l'ampoule. Donc, dans ce cas-là, la réaction va s'arrêter. Alors, la réaction se déroule à 445 degrés Celsius. Donc, si on va baisser la température, refroidir brutalement l'ampoule, la réaction va s'arrêter. Alors, on peut alors tracer la courbe, donc la courbe A, la première courbe, de pourcentage de HI restant par rapport à HI initial, bien sûr, en fonction du temps. On obtient la courbe suivante. Donc, on a commencé avec 100% de HI pur et au cours du temps, donc la réaction a démarré, voilà, au cours du temps, la réaction va se stabiliser et le pourcentage de HI restant, c'est de 80%. Alors, donc, on déduit les conclusions suivantes. La réaction de dissociation de l'iodure d'hydrogène est incomplète parce qu'il reste une quantité de l'hydrogène, de l'iodure d'hydrogène. La deuxième donc remarque, observation, la proportion de HI à l'équilibre est de 80%. Ça, c'est la première expérience. Maintenant, on va passer inversement à une autre réaction, c'est la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène à partir de deux gaz, qui sont l'hydrogène et l'iode. Donc, on part cette fois-ci avec un mélange équimoléculaire. Ça signifie quoi? Équimoléculaire, c'est-à-dire le même nombre de moles, équimoléculaires. Un mole d'hydrogène et un mole d'iode. Donc, l'expérience, c'est quoi? On étudie en ampoule scellée, toujours à 445 degrés Celsius, l'évolution de ce mélange au cours du temps, par la mesure de pourcentage de HI formé. Donc, la première expérience, c'était la mesure de HI restant. Maintenant, c'est la mesure de pourcentage de HI formé. 100% correspond à une réaction complète. Alors, donc, on déduit les conclusions. Alors, on obtient la courbe B. Voilà, donc la courbe B. Alors, on commence avec une quantité donc équimoléculaire d'iode et d'hydrogène. La réaction commence et elle se stabilise à 80%. Alors, donc ici, c'est le pourcentage de HI formé. Alors, on déduit les conclusions suivantes. La synthèse de HI au l'iodure d'hydrogène est une réaction incomplète. La proportion de HI à l'équilibre est de 80%. Alors, on arrive donc au même état final. Que l'on parte de HI, l'iodure d'hydrogène, ou bien d'un mélange équimoléculaire d'iode ou d'hydrogène, on dira que, ou bien nous dirons que les substances sont en équilibre. Alors, vous arrivez à me suivre? Alors, l'une et l'autre des deux réactions, c'est-à-dire dissociation ou bien synthèse de l'iodure d'hydrogène, sont dites réactions réversibles. Ça signifie quoi? Ça signifie que chacune des deux réactions peut être réalisée en sens inverse. Alors, on écrit l'ensemble des deux réactions. Alors, on écrit l'ensemble des deux réactions. Donc, la réaction de gauche à droite, la réaction de gauche à droite, c'est-à-dire la réaction de HI, la dissociation de l'iodure d'hydrogène qui va nous donner l'hydrogène et l'iode, est appelée la réaction directe ou bien réaction 1. Et on fait figurer le chiffre 1 en dessus de la double flèche. Ça,
la réaction directe. La réaction, ou bien la deuxième réaction, la réaction inverse, c'est de droite à gauche, c'est-à-dire de l'iode plus l'hydrogène à l'iodure hydrogène, c'est la réaction de synthèse, est appelée réaction inverse, ou bien réaction 2, si on fait figurer le chiffre 2 en dessous de la double flèche. Je tiens à attirer votre attention sur un point, c'est que toujours la première demi-flèche de gauche à droite, c'est la réaction directe. La deuxième, de droite à gauche, c'est la réaction inverse. L'inverse est faux. Alors, donc pour interpréter l'état d'équilibre obtenu, on peut envisager deux hypothèses. Alors, la première, soit l'arrêt des deux réactions, 1 et 2, lorsque la proportion de HI est de 80%, c'est-à-dire on va mesurer dans le cours du temps le pourcentage de HI soit restant, soit formé. Lorsqu'il atteint le pourcentage de 80%, on arrête les réactions, ou bien, au contraire, le déroulement simultané des deux réactions mis à des vitesses égales, de manière que l'une compense l'autre, c'est-à-dire, par exemple, la réaction de dissociation de l'iodure hydrogène commence, on obtient donc l'hydrogène et l'iode et une quantité de HI disparaît. Alors, alors, pour compenser cette quantité disparue, alors l'iode et l'hydrogène vont réagir avec eux-mêmes pour compenser la quantité réagit de l'iodure hydrogène. Alors on dit que c'est le déroulement simultané des deux réactions. La condition, c'est que la vitesse sera la même de la première que pour la deuxième. Alors, une conclusion générale. Donc, les réactions continuent à se produire lorsque le système est à l'équilibre, mais elles se déroulent à la même vitesse. Ça, c'est une condition. Les propriétés macroscopiques restent constantes, c'est-à-dire on ne change pas la pression, on ne change pas la température et on ne change pas la composition du système. Elles résultent de transformations permanentes à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle atomique. Donc, on dit que l'équilibre chimique, c'est un équilibre dynamique. Donc, je vous ai dit au début qu'il y a deux types d'équilibre, équilibre statique et équilibre dynamique. Pardon, l'équilibre chimique est un équilibre dynamique. Alors, on passe à un autre titre, un autre point. Donc, c'est type d'équilibre. Alors, l'ensemble des substances en équilibre forment un milieu d'aspect homogène ou d'aspect hétérogène. Alors, selon le cas, on distingue deux types d'équilibre. Alors, on va commencer par le premier type, c'est équilibre homogène. Alors, la définition, c'est quoi? C'est quoi un équilibre homogène? Donc, les substances sont toutes à l'état gazeux ou toutes à l'état liquide entièrement miscible ou encore à l'état dissous dans un même solvant. Alors, je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre les types d'équilibre homogène. Alors, un équilibre gazeux, on trouve toutes les substances à l'état gazeux. Donc, l'azote, gaz, plus l'oxygène, gaz, et on obtient un tétraoxyde de diazote qui est un gaz. Le deuxième type, liquide, toutes les substances sont à l'état liquide, c'est la réaction de désterification. L'acide acétique, c'est un liquide. L'alcool éthylique, c'est un liquide. L'ester correspondant au l'acétate d'éthyle, c'est un liquide. Et l'eau est un liquide. Alors, le troisième type, la troisième réaction, c'est une solution. Une solution, c'est quoi? C'est un soluté dissous dans un solvant. C'est ça une solution. Et le tout forme une solution ou bien un milieu qu'on appelle aqueux. Un milieu aqueux. Ici, on trouve l'ammoniac, qui est l'eau solutée, dissous dans un solvant, qui est l'eau. Donc, ça, c'est l'eau solutée, l'ammoniac. Et l'eau, c'est un solvant. Donc, l'ensemble forme une solution à l'état aqueux. Donc, c'est un équilibre homogène. Le deuxième type d'équilibre, alors c'est un équilibre hétérogène. Alors, c'est quoi un équilibre hétérogène? Donc, le milieu est constitué soit de gaz et de solides, c'est-à-dire il y a un mélange de phases, ou bien de composés, ou de solides et de liquides, ou de liquides non miscibles. Toujours, on va prendre des exemples. Le premier exemple, donc c'est l'exemple de synthèse de carbonate de calcium. Alors, à partir de la chaux, oxyde de calcium et l'anhydride carbonique, donc on trouve
la chaux et l'oxyde de calcium qui est un solide et le carbonate de calcium qui est aussi un solide et l'anhydride carbonique est un gaz. Le deuxième exemple, alors c'est l'eau glacée par température ou bien par chauffage, ça devient eau liquide. Donc, on trouve un mélange de solide et de liquide. Liquide non miscible, c'est comme l'huile et l'eau. Ça forme un équilibre hétérogène, pardon. Alors, on passe à une autre notion, qui est la notion de phase. C'est quoi la notion de phase? Alors, pour pouvoir définir cette notion, on doit préciser la notion de milieu homogène. Alors, un milieu est homogène, c'est à l'observation optique, c'est-à-dire avec l'œil ou bien avec une loupe, elle présente le même aspect en tout point. Tout ensemble homogène sera désigné par le terme phase. Alors, au lieu d'employer le terme équilibre homogène ou bien ensemble homogène, on emploie le terme phase. Alors, je vais vous donner donc le nombre de phases pour chaque équilibre. Alors, pour l'équilibre homogène, on trouve toujours une seule phase. Pour l'équilibre hétérogène, on trouve le nombre de phases qui est supérieur ou égal à 2. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre pour chaque type d'équilibre. Alors, pour l'équilibre, le premier type d'équilibre, c'est l'équilibre homogène. Donc toutes les substances sont à l'état gazeux. Donc, on trouve une seule phase. On ne peut pas séparer les gaz l'un de l'autre. Alors, le deuxième type, il s'agit d'un équilibre hétérogène. Là, on trouve deux formes. C'est la forme solide et la forme gazeuse. On va commencer par les substances qui sont à l'état gazeux. Alors, l'hydrogène qui est un gaz, l'eau aussi qui est un gaz, sous forme de vapeur, ça devient un gaz. Donc, on ne peut pas séparer, on ne peut pas distinguer entre l'eau et l'hydrogène. Donc, l'eau et l'hydrogène, la forme gazeuse, ou bien les gaz forment toujours une seule phase. Un mélange de gaz forme toujours une seule phase. Ça, c'est la première phase. Pourquoi 3? Aussi, ici, pardon, on a le fer qui est un solide et l'oxyde de fer ferreux qui est aussi un solide. Donc, on peut pas, donc on peut, pardon, distinguer ou séparer entre le fer et l'oxyde de fer ferreux. Ce sont deux solides différents. Donc, le fer constitue une deuxième phase et l'oxyde de fer ferreux forme ou bien constitue la troisième phase. Donc, la conclusion, un mélange de gaz forme toujours une seule phase et un mélange de solides forme autant de phases que de solides. Il faut distinguer les solides l'un de l'autre. Alors, on passe à une autre notion, c'est la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, bien appelée loi de Goldberg-Iwage. Alors, on va exprimer cette loi dans le cas général. Donc, on va reprendre l'étude expérimentale de l'iodure d'hydrogène. Donc, ici, on va prendre la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène à partir de l'iode d'hydrogène. Donc, il s'agit de trois gaz. Donc, on va étudier toujours à 445 degrés Celsius la pression atmosphérique normale et à température normale, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius et à 1 atmosphère. Donc, on a fait concentration molaire, le nombre de moles par unité de volume. On représente la concentration molaire par sa formule ou bien par la formule de la substance entre crochets. Donc, la concentration de l'hydrogène plus l'iode plus l'iodure d'hydrogène entre crochets. Alors, donc, l'équilibre est réalisé à partir des conditions initiales particulières, donc avec soit à partir de l'iodure d'hydrogène seul ou bien à partir de l'iode et l'hydrogène. Alors, l'équilibre résultant d'une réaction directe et d'une réaction inverse, c'est-à-dire ici, on est en présence d'une réaction réversible, il doit exister une relation entre les concentrations des substances du premier membre et celles des substances du second membre. Donc, et on vérifie que les résultats des expériences conduisent bien à donc, la concentration de l'iodure d'hydrogène, coefficient stéchiométrique. C'est quoi coefficient stéchiométrique? C'est le coefficient de la réaction. Ici, c'est le nombre de moles. Ici, on a 2 moles d'iodure d'hydrogène. Donc, on met la concentration de l'iodure d'hydrogène, puissance 2 sur la concentration de l'hydrogène fois la concentration de l'iode. Donc, cette valeur ou cette formule, elle est constante à l'équilibre.
Donc, cette expression est appelée loi de Goldberg-Iwage ou bien loi d'action de masse. Alors ici, il faut faire très attention. La constante d'équilibre, c'est le produit des concentrations des substances du second membre, puissance coefficient de la réaction ou bien coefficient stéchiométrique, sur les produits des concentrations des substances du premier membre, toujours puissance coefficient stéchiométrique. C'est le produit, ni la somme, ni la différence. Alors, donc, loi de Goldberg-Iwage ou loi d'action de masse. C'est quoi action de masse? Donc, action de masse provient de l'influence de la concentration, la masse, sur l'action, c'est-à-dire sur la vitesse d'établissement, sur la vitesse de la réaction, donc sur la vitesse d'établissement de l'équilibre. Donc, plus les concentrations sont grandes, plus l'action est importante, donc plus la vitesse est grande. La constante est appelée constante d'équilibre, ou bien constante loi de Goldberg-Iwage, ou bien loi d'action de masse, c'est la même chose. Sa valeur dépend de la température et on la désigne par KCT. K, c'est la constante, T, c'est la température, et C rappelle que la constante elle est relative aux concentrations molaires. Alors, donc, on va établir la loi de Goldberg-Iwage donc, sur la réaction ou bien sur le modèle général, soit l'équilibre homogène, donc, où les grandes lettres A, B, C, D sont les substances et les petites lettres A, B, C, D sont les coefficients stéchiométriques ou bien coefficients de la réaction. Donc, nous avons à l'équilibre, donc on écrit KCT, c'est le produit des concentrations des substances du second membre, c'est-à-dire la concentration de C, grand C, puissance petit c, le coefficient stéchiométrique, fois la concentration de D, puissance petit d, sur la concentration de A, puissance petit a, fois la concentration de B, puissance petit b. Alors, donc la constante d'équilibre, KCT, dépend de la température et de la nature des substances considérées. Donc, rappelons par définition que la concentration de A, c'est le nombre de moles de A sur le volume du système, sur le volume total. B, la concentration de B, c'est le nombre de moles de B sur le volume du système, et ainsi de suite pour C et D. Alors, donc, on va établir la loi d'équilibre, on va exprimer la loi, ou bien la constante d'équilibre dans le cas d'un équilibre hétérogène. Alors toujours, donc on va prendre des exemples. Aussi, on est en présence d'un équilibre hétérogène. Donc le carbonate de calcium, la dissociation du carbonate de calcium qui est un solide, qui va nous donner la chaux, l'oxyde de calcium qui est un solide, plus l'anhydride carbonique qui est un gaz. Alors comment on s'exprime, ou bien on exprime la constante d'équilibre dans ce cas-là? Alors la loi s'écrit, donc on écrit KCT égale à la concentration de l'anhydride carbonique. Donc, l'expérience montre que la concentration de l'anhydride carbonique elle est constante à température donnée. Donc, ici, la phase solide, ou bien les substances qui sont à la phase solide, sont des corps purs, alors elle n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, lorsqu'il s'agit d'un équilibre hétérogène où il y a des solides et des gaz, uniquement on va exprimer la constante d'équilibre en fonction des gaz. La phase solide n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre parce qu'il s'agit des corps purs, leur activité égale à 1. L'activité, c'est quoi? Pardon. Donc, à chaque espèce chimique, est associée une grandeur sans dimension prenant la valeur 1 lorsque l'espèce chimique se trouve à l'état standard. Donc, on appelle ça l'espèce chimique et donc il s'agit d'un corps pur. Donc, cette notion, cette grandeur est appelée l'activité énoncée A, et l'activité d'un corps pur égale à 1. Alors, le deuxième exemple, le cobalt qui est un solide, plus le nickel cation qui est en solution, ça nous donne réaction toujours réversible, cobalt cation, CO2+, en solution, plus le nickel solide. Alors, toujours la phase solide n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Il s'agit d'un corps pur, donc son activité égale à 1, n'intervient pas. Alors, on écrit KCT, donc c'est toujours le second membre sur le premier membre. Alors, ici, c'est la concentration du cobalt qui est en solution, puissance coefficient stéchiométrique ici c'est 1, sur la concentration du nickel, Ni de plus, qui est toujours en solution.
Donc, la loi bien la constante d'équilibre, on ne fait pas intervenir la phase solide. Le troisième exemple, c'est l'eau liquide qui va nous donner l'eau vapeur. Et c'est l'eau liquide aussi, il s'agit d'un corps pur, donc son activité égale à 1, donc on n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, on exprime en fonction, donc on écrit KCT égale à la concentration de l'eau vapeur. Donc, si par exemple, on trouve le gaz dans le premier membre, c'est-à-dire parmi les réactifs, donc on écrit 1 sur. Alors, donc la conclusion, la loi d'action de masse s'applique à la phase vapeur seule, dans un équilibre où il y a des gaz et des solides, et à la phase liquide seule, dans un équilibre où il y a des liquides et des solides, comme les exemples précédents. Alors, maintenant, donc, on va établir la loi dans le cas particulier des systèmes gazeux. Alors, considérant l'équilibre homogène gazeux, alors là, vous arrivez à me suivre ou non? Envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Alors, donc, considérant l'équilibre homogène gazeux, donc, où les grandes lettres toujours sont les... Très bien. Si vous avez des questions, alors quelle partie? Pour les gens qui ont dit non. Alors, posez des questions, s'il vous plaît. Alors, donc, je répète, donc, considérons l'équilibre homogène gazeux, donc toujours le cas général, A, B, ça nous donne C plus D, où les grandes lettres sont les substances, les petites lettres sont les coefficients stéchiométriques. Très bien, je vais ralentir. Et vous avez compris ce qui s'est passé? Alors, donc l'équation d'état des gaz parfait. Alors, avant de commencer, donc considérons l'équilibre homogène gazeux. Alors, donc soit V, c'est le volume du système. La T, c'est la température absolue du système. Donc, appelant que Na, Nb, Nc, Nd, c'est le nombre de moles. Et Pa, Pb, Pc, Pd, c'est les pressions partielles de A, B, C, D respectivement. Alors, l'équation d'état des gaz parfait. Donc, on parle du système gazeux. Donc, on fait appel à l'équation d'état des gaz parfait appliquée à A. Alors, l'équation d'état des gaz parfait, c'est PV égale nRT. Donc, on va appliquer cette équation-là à la substance A. Donc, on écrit pression de A fois le volume total. Donc, on écrit V égale nombre de moles de A fois R, voilà, nombre de moles de A fois R, c'est la constante des gaz parfaits, fois la température du système. Soit, donc la pression de A égale à quoi? C'est nombre de moles de A sur le volume fois RT. Par définition, nombre de moles de A sur V, c'est la concentration molaire de A fois RT, c'est notre constante des gaz parfaits, fois la température. Donc la pression partielle est proportionnelle à la concentration. Donc on divise. La concentration de A égale à quoi? C'est la pression partielle de A sur... Je répète. Alors, donc, la constante. Je répète pour la constante. La constante d'équilibre, c'est quoi? Donc, c'est le produit des concentrations des seconds membres, des substances du second membre, puissance, coefficient stéchiométrique sur les produits des concentrations des substances du premier membre, puissance, coefficient stéchiométrique. Voilà, ça c'est la constante d'équilibre. Voilà, donc je reviens. Voilà, c'est ça, la constante d'équilibre. Voilà, donc KCT, c'est le produit des concentrations des substances du second membre, puissance coefficient stéchiométrique,
sur le produit des concentrations du premier membre, puissance P puissance T symétrique. C'est le produit fois. Alors, on passe à la deuxième question. Donc, d'où vient l'appellation de loi d'action de masse? Donc, loi d'action de masse provient de l'influence de la masse, c'est-à-dire la concentration, sur l'action, c'est-à-dire sur la vitesse d'établissement de l'équilibre. C'est ça, loi d'action de masse. Donc, plus la concentration est grande, plus l'action est importante, donc plus la vitesse est grande. Voilà. Donc, revenons à notre point, dans le cas particulier des systèmes gazeux. Alors, la concentration de A, c'est la pression partielle de A sur RT. Donc, on change de place. Donc, RT, ça devient en numérateur. Donc, on écrit RT moins 1. La même chose pour B, la même chose pour C et la même chose pour D. C'est la pression partielle de chaque substance fois RT moins 1. Donc, on a la constante d'équilibre qui est égale KCT, c'est le produit de concentration des substances du second membre puissance coefficient stoichiométrique sur le produit de concentration du premier membre puissance coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire grand C puissance petit c fois grand D puissance petit d sur grand A puissance petit a fois grand B puissance petit b. Ça, c'est l'équation de façon générale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer la concentration de chaque substance par sa valeur, bien la formule par sa valeur en fonction de la pression et de RT. Alors, on obtient la formule suivante. Alors, donc, je tiens à attirer votre attention qu'il y a une faute de frappe dans le cours. Donc, c'est A plus B moins C moins D. Donc, après remplacement, on obtient la formule suivante. Donc, je vais vous montrer. Alors, vous arrivez à voir la feuille. Envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Donc, KCT égale à quoi? C'est la concentration de grand C puissance petit c. Puissance petit d sur la concentration de A puissance petit a fois la concentration de B pardon, puissance petit b. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer. Donc, on obtient KCT égale. Donc, la concentration de C, c'est la pression partielle de C, grand C, puissance petit c, on n'oublie pas les coefficients stoichiométriques, fois RT, ici ça devient moins C. Voilà, donc fois la pression partielle de D, puissance petit d, fois RT moins D, sur, donc la concentration de A, on va la remplacer par la pression de A, puissance petit a, fois RT moins A, voilà, fois, donc la pression partielle de B, puissance petit b, fois RT moins, ici, moins B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sortir RT comme facteur commun. Donc, on obtient PC, puissance petit c, fois PD, puissance petit d, sur PA, puissance petit a, fois PB, puissance petit b. Et on met comme ça. Donc, RT, c'est moins C, moins D, moins C, moins D, moins 1, moins B, donc on change de place de dénumérateur au numérateur, donc ça devient plus A, plus B. Pardon, le tout, voilà, le tout égale à quoi, pardon, égale à KCT. Donc, cette valeur-là égale à quoi? Donc, PC puissance petit c fois PD puissance petit d sur PA puissance petit a fois PB puissance petit b égale à quoi? Égale à KCT fois, donc on change de place, donc on change de signe, ça devient RT moins A moins B plus C plus D.
Donc, ça égale à quoi? Égale à KPT. Pardon. Donc, dans le cas du système gazeux, la conclusion, la loi d'action de masse s'applique également aux pressions partielles, donc lorsqu'il s'agit des gaz. Donc, la loi d'action de masse s'applique aux pressions partielles. La constante est désignée au lieu de KCT, elle est désignée par KPT et l'expression ci-dessus montre qu'elle est reliée simplement à KCT. Donc, KPT égale à quoi? Donc, on exprime en fonction des pressions partielles. Et lorsqu'on parle de KCT, on exprime en fonction de concentration molaire. Lorsqu'il s'agit des gaz, on exprime en fonction de pression partielle. Lorsqu'il s'agit des concentrations, on exprime en fonction, pardon, lorsqu'il s'agit des substances qui sont à l'état liquide, on exprime en fonction des concentrations molaires. Donc, KPT égale à quoi en fonction de KCT? KPT égale KCT fois RT, C plus D, moins A, moins B. Alors, on passe à un deuxième point. Donc, on va démontrer thermodynamiquement la loi de Goldberg-Iwaj. Alors, vous arrivez à me suivre. Si vous avez des questions, posez-les. Donc, je peux passer. C'est clair pour tout le monde. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, on va démontrer thermodynamiquement la loi de Goldberg-Iwaj. Alors, nous allons donner une démonstration thermodynamique de la loi à partir du second principe de la thermodynamique. C'est quoi le second principe? Donc, le second principe, l'énoncé du second principe, donc c'est que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Ça, c'est l'énoncé du deuxième principe. Dans le cas particulier d'un système gazeux. Les questions, s'il vous plaît. Alors, donc toujours, donc on va établir l'équilibre entre les gaz. On parle donc A, B, C, D. Donc il s'agit d'un équilibre homogène gazeux. Toutes les substances sont à l'état gazeux. L'objectif, c'est quoi? Donc nous allons exprimer l'enthalpie libre G d'un gaz parfait en fonction de sa pression. Ça, c'est l'objectif de la démonstration. Très bien. Alors, G est défini par la différence entre l'enthalpie H moins le produit de la température fois l'entropie. Alors, l'enthalpie égale à quoi? C'est l'énergie interne plus la pression fois le volume moins la température fois l'entropie. Alors, à température constante, on fait varier les autres paramètres et la température reste constante. Donc, ici, donc la variation de l'énergie interne égale la variation de l'énergie, pardon, la variation de l'enthalpie libre égale à la variation de l'énergie interne, plus, alors une fois on fait varier le volume, on obtient PdV, et une fois on fait varier la pression, donc VdP, moins la température reste constante, on fait varier l'entropie. Alors, dans une évolution infinitésimale réversible du gaz, pardon, donc la variation de l'énergie interne égale à la somme de la variation de la chaleur plus la variation du travail. Alors, la variation de la chaleur égale à quoi? C'est la température fois la variation de l'entropie. Et la variation du travail égale à quoi? C'est moins la pression fois la variation du volume. Et on fait remplacer tout ça dans la variation de l'énergie, pardon, la variation de l'enthalpie libre. Alors, on va prendre en considération l'équation d'état des gaz parfaits. Alors, on obtient après remplacement la variation de l'enthalpie libre égale à quoi? Égale à volume fois la variation de la pression. Donc, l'équation d'état des gaz parfaits égale à quoi? C'est PV égale à nRT. Alors ici, le volume égale à quoi? C'est nRT sur P. Alors, on va rajouter dans les deux sens variation de la pression pour que la relation soit respectée. Donc, on obtient VdP égale nRT sur P dP pour N mol, nombre de moles de gaz. Donc, ça, c'est pour que la relation soit respectée. Alors, exprimons la pression en atmosphère et intégrant entre la pression standard qui est égale à 1, P0 égale à 1 et la pression P en déduit.
Alors, pour les messages, désolé, on n'a rien vu. C'est pas clair. Et maintenant, c'est clair? Alors, envoyez un message, s'il vous plaît. Alors, c'est clair ou non? Non. Alors, patientez, un petit problème. Alors, vous n'arrivez pas à voir la feuille? Et pour la présentation en PowerPoint? Non plus pour la présentation? Bonjour. Pour la présentation, oui. Et pour la feuille? Seulement la feuille. Oui. Mais je commence la feuille. Seulement la feuille, non. Mon explication. Alors, patientez, s'il vous plaît. Ah, ah oui. Et comme ça? Alors, vous arrivez à voir la feuille? Alors, donc, essayez de me suivre. Donc, en tout cas, c'est des formules mathématiques. C'est une application mathématique. Hein. Non plus. Elle est floue. Non. Même maintenant, elle est floue. Toujours, elle est floue. Oui. Alors, donc, essayez de me suivre. Hein. Là, c'est problème de caméra. Posez des questions. Et vous arrivez à comprendre? Alors, on va continuer, essayer de me suivre, donc sans utiliser la feuille. Donc, il s'agit des applications mathématiques simples, donc essayez de raisonner seulement. Alors, pour la démonstration, donc on revient donc à la démonstration. Donc, je vous ai dit, donc on fait appel à l'équation d'état des gaz parfait. Donc, la pression
donc en supprimant les pressions en atmosphère et intégrant entre la pression standard et la pression P, la pression standard égale à 1. Donc on déduit la variation de l'enthalpie libre égale à G moins G0 égale à NRT log P. Donc on va intégrer. Je tiens à attirer votre attention que le logarithme ici, on écrit L majuscule, c'est-à-dire c'est le logarithme newtonien, c'est pas le logarithme décimal. Donc on peut écrire L majuscule log ou bien Ln. Donc l'enthalpie libre égale à quoi? Donc c'est par simple formule mathématique, calcul mathématique. Donc l'enthalpie libre standard plus NRT log P. Alors, donc, écrivons alors les enthalpies libres des deux membres de l'équilibre considéré. Alors, on va écrire, l'enthalpie libre de chaque membre à part. Premier membre, donc ça devient l'enthalpie libre G1 égale G1, 0, plus RT A log PA. Donc, ici, N ici, ça devient les coefficients stéchiométriques ou bien les nombres de moles. Donc, on écrit A log PA plus B log PB. La même chose pour le second membre. Donc, C log PC plus D log PD. Donc, ici, si l'enthalpie libre G1 est différent à l'enthalpie libre G2, c'est-à-dire l'enthalpie du premier membre est différent à celui du second membre. Donc, on se produit une évolution dans le sens de la plus faible enthalpie libre. Donc, si par exemple, on a G1 inférieur à G2, c'est-à-dire que l'enthalpie libre la plus faible, c'est G1. Donc, l'équilibre se déplace dans le sens de la plus faible enthalpie libre, c'est-à-dire ici sur le sens 2. Si par exemple G1 est supérieur à G2, et si l'enthalpie libre la plus faible c'est G2, donc l'équilibre se déplace dans le sens de la plus faible enthalpie libre, ici c'est le sens 1. À l'équilibre, G1 égale à G2, alors on va égaliser entre les deux enthalpies du premier membre et celui du second membre, on obtient l'équation suivante. Alors, pesons donc la variation de l'enthalpie libre standard, delta G0 égale G2, 0 moins G1, 0. Alors, par application mathématique simple, donc on met G2 moins G1, donc ça devient G2 moins G1, donc on change de place, donc on change de signe, donc ça devient RT A log PA plus B log PB moins RT C log PC plus D log PD. Donc, ici, on a donc la formule générale, log x sur log y égale log x moins log y. Nous, on veut quoi? On veut que le second membre, qui est le CD, soit en numérateur et le A et B soit en dénumérateur, c'est le premier membre. Donc, ici, on doit rajouter le moins parce qu'on a log x moins log y est égal à log x sur log y. Si par exemple on veut que y soit en numérateur, donc on met log y sur x, pardon, et on rajoute le moins pour que la relation soit respectée. Donc on fait sortir RT comme facteur commun, donc ça devient RT log pression partielle, le produit des pressions partielles du second membre, puissance coefficient stéchiométrique, sur le produit de pression partielle du premier membre, puissance coefficient stéchiométrique, égale moins delta G 0. Alors, donc ici, on a C log PC, donc ça devient log PC, la puissance petit c. Ça, c'est une formule mathématique. X log Y égale log Y à la puissance X. Alors, donc, soit cette valeur-là égale à quoi? C'est exponentielle, moins delta G0, c'est-à-dire moins la variation de l'enthalpie libre standard sur RT. R, c'est la constante des gaz par T, T, c'est la température. Donc, on démontre bien, c'est-à-dire on a pu démontrer que la relation entre les pressions partielles est constante et ne dépend que de la température et qu'on a appelé précédemment KPT. Donc, ça, cette valeur-là, c'est-à-dire la valeur de pression, donc est appelée KPT, donc KPT égale à quoi? C'est exponentielle, moins la variation de l'enthalpie libre standard sur le produit de R fois T, donc la constante des gaz par T, fois la température. Donc, pour déduire donc, la valeur de delta G0, c'est-à-dire la variation de l'enthalpie libre standard égale à quoi? C'est moins RT log KPT. Alors, donc on a pu démontrer la loi de constante d'équilibre thermodynamiquement. Alors, application numérique. Donc, cette relation
Alors, cette dernière relation permet de calculer KPT en connaissant la variation de l'enthalpie libre standard. Donc, on peut donc prévoir à partir de la variation de l'enthalpie libre standard la limite de la réaction. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de synthèse de l'ammoniac. Donc, l'azote plus l'hydrogène qui va nous donner l'ammoniac. Donc, ici, donc, on vous donne la variation de l'enthalpie libre standard qui est égale à moins 3940 calories. Donc, on va calculer la variation on va calculer KPT. C'est une application numérique des règles directe. Donc, on obtient KPT égale à KP, pardon, ici, la température, elle est définie, donc, à 298 Kelvin. Donc, on obtient KP à 298 Kelvin qui est égal à 740. Donc, toujours KP est une grandeur sans dimension. Donc, à l'équilibre, ou bien, à 298 Kelvin, l'équilibre entre l'ammoniac et ces éléments est très nettement en faveur de l'ammoniac. Ici, on a obtenu KP qui est égal à 740, c'est-à-dire KP qui est supérieur à 1. Supérieur à 1, ça signifie quoi? Ça signifie que la concentration ou bien la pression partielle du second membre sont supérieures à celle des premiers membres. Donc, la quantité ou bien la concentration du premier membre augmente et celle du premier membre diminue. Donc, l'équilibre se déplace dans le sens de l'augmentation du second membre, c'est-à-dire que le sens 1, le sens de synthèse de l'ammoniac. Donc, la réaction est favorisée, donc la réaction favorisée, la réaction directe, réaction de synthèse de l'ammoniac. Donc, on va recalculer KP à 673 Kelvin, nous voyons la variation de l'enthalpie libre standard qui vaut moins 5736 calories. Ici, donc, je tiens à attirer votre attention sur un point. Donc, si on utilise l'unité calorie, donc on utilise R qui est égal à 2 calories, mol moins 1, Kelvin moins 1. Si on utilise en autre unité, donc on change la valeur de la constante de gaz parfait. Alors ici, on emploie le 2 parce qu'on a l'unité en calories. Donc, on obtient K qui est égal à 0,014, donc ici inférieur à 1. Inférieur à 1, ça signifie quoi? Ça signifie que la concentration du second membre, diminue, la concentration des réactifs, c'est-à-dire le premier membre, augmente. Donc, l'équilibre se déplace dans le sens 2, c'est le sens inverse, c'est-à-dire que le sens de dissociation de l'ammoniac et la synthèse de l'hydrogène et de l'iode. Donc, l'équilibre ici est en faveur de l'azote et de l'hydrogène. Donc, la réaction favorisée est la réaction inverse, la réaction de dissociation de l'ammoniac. Qu'est-ce qu'on déduit? Les conclusions, c'est très important. Donc, cette relation-là, c'est-à-dire variation de l'enthalpie libre standard égale moins RT log KPT, montre que si la variation de l'enthalpie libre standard est inférieure à 0, on obtient K qui est supérieur à 1, donc c'est la réaction directe qui est plus avancée, c'est-à-dire qu'elle est plus favorisée. Si la variation de l'enthalpie libre standard est supérieure à 1, c'est-à-dire on a la constante d'équilibre qui est supérieure à 0, on a donc K qui est inférieur à 1, donc c'est la réaction inverse qui est plus avancée ou bien plus favorisée. Ça, c'est à retenir et à garder en tête. Très bien. Maintenant, on passe à un autre point, c'est la variation de la constante d'équilibre en fonction de la température. Alors, on a l'équation de Van 't Hoff. Donc, les constantes d'équilibre K, que ce soit KC ou bien KP, varient avec la température suivant la relation. Ça, c'est la relation de Van 't Hoff. Donc, c'est la dérivée de l'eau K sur la dérivée de la température égale la variation de l'enthalpie delta H ou bien la variation de l'enthalpie libre delta H0, c'est la même chose parce que delta H ne dépend pas de la pression sur R fois T au carré. Ça, c'est l'équation. On ne va pas la démontrer. Donc, c'est à accepter. Donc, ici, delta H, c'est l'enthalpie de la réaction directe. T est la température absolue. Donc, il en résulte que, ça, c'est une règle. C, l'enthalpie, la variation de l'enthalpie est positive, c'est-à-dire supérieure à 0. On a K croît avec la température. Si la variation de l'enthalpie est négative, c'est-à-dire inférieure à 0, K décroît avec la température. Ça, on va le confirmer avec l'exemple précédent. Donc, c'est une application numérique. Donc, en prenant la même réaction précédente, donc synthèse de l'ammoniac, à partir de l'hydrogène et de l'azote. Donc, on vous donne la variation de l'enthalpie qui est négative, c'est-à-dire inférieure à 0. Donc, ici, normalement, d'après les conclusions, on a
lorsque la variation est négative, donc K décroît avec la température. Donc K, la constante, décroît avec la température. On a eu, donc, on a calculé Kp à 298 Kelvin, on l'a trouvé 740. Et on a recalculé Kp à 773, pardon, on l'a trouvé 0,014. Donc ici, on a delta H négative. Donc normalement, K décroît avec l'augmentation de la température et c'est vérifié numériquement. On a passé de 298 Kelvin à 673, donc il y a augmentation de la température et K décroissance de la constante de 740 à 0,014. Donc on arrive à les vérifier numériquement lorsque la variation de l'enthalpie est négative, c'est-à-dire inférieure à 0, K décroît avec la température. Alors on passe à un autre point très important, c'est les facteurs d'équilibre. Alors, étant donné un système en équilibre, il est possible de provoquer la modification de l'état d'équilibre dans le sens de la réaction directe ou bien le sens de la réaction inverse. Alors, l'état d'équilibre obtenu sera caractérisé par des concentrations nouvelles. Donc, cette évolution est appelée déplacement d'équilibre. Donc, le déplacement d'équilibre, pour qu'un tel déplacement soit possible, il faut que la valeur de l'enthalpie libre du premier membre G1 soit différente à celle de l'enthalpie libre G2 du second membre, parce qu'ils sont égales à l'équilibre. Donc, pour pouvoir déplacer l'équilibre, on doit changer ces deux paramètres, ou bien l'une d'entre elles. Donc, on agit sur les grandeurs dont dépendent G1 et G2. Quelles sont ces grandeurs-là? Ce sont la température, la pression totale P, les pressions partielles P ou les concentrations. Donc, lorsqu'on parle des gaz, on parle des pressions partielles. Lorsqu'on parle des liquides, on parle des concentrations. Ces grandeurs susceptibles de déplacer l'équilibre sont appelées facteurs d'équilibre. Alors, on va examiner donc cas par cas. Des questions, si vous avez des questions, posez-les. Alors, maintenant, on a le principe de Le Chatelier. C'est quoi le principe de Le Chatelier? Eh bien, c'est quoi l'énoncé du principe de Le Chatelier? Donc, le principe de Le Chatelier permet de prévoir le sens de déplacement de l'équilibre, c'est-à-dire soit dans le sens 1, soit dans le sens 2, lorsqu'on fait varier un facteur. Donc, il s'exprime ainsi. Donc, toute modification d'un facteur de l'équilibre entraîne un déplacement de l'équilibre dans le sens qui s'oppose à cette modification. C'est-à-dire, si on fait augmenter un facteur, l'équilibre doit se déplacer dans le sens qui fait baisser ce facteur-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours raisonner d'une façon opposée. Alors, on va examiner les trois types de facteurs un par un. On va commencer par la température. Avant de commencer par la température. Alors, lorsqu'on fait varier la température du système, l'équilibre se déplace dans quel sens? Alors, la réaction directe et la réaction inverse sont caractérisées par deux enthalpies différentes, bien opposées. L'une est endothermique, c'est-à-dire elle consomme de la chaleur et la transforme en énergie interne, donc elle refroidit. Par exemple, si on réalise une réaction chimique dans une enceinte, et la réaction elle est endothermique, donc elle consomme de la chaleur. Si on fait toucher le bord du récipient, on va le trouver très refroidi. Donc, c'est une réaction qui refroidit. Et la réaction exothermique, c'est l'inverse. Donc, c'est une réaction qui dégage de la chaleur, c'est-à-dire, donc, si par exemple on fait réaliser une réaction dans une enceinte, une réaction qui est exothermique, donc si on va toucher par la suite ou vers la fin de la réaction les bords du récipient, on va le trouver très réchauffé. Alors, donc, la réaction endothermique consomme de la chaleur, la transforme en énergie interne. Donc, elle consomme, c'est pour cela, elle a une enthalpie positive, variation de l'enthalpie positive, delta H supérieure à 0, parce que le système gagne de la température. La réaction exothermique, c'est l'inverse. Il dégage du système de la chaleur au milieu extérieur, donc il perd de la chaleur. Donc, c'est pour cela, on l'attribue une variation de l'enthalpie qui est négative, inférieure à 0. Maintenant, si on fait augmenter la température, d'après le principe de Le Chatelier, la réaction se déplace dans le sens, bien l'équilibre se déplace dans le sens de la réaction qui fait baisser la température. Et la réaction qui fait baisser la température, c'est la réaction endothermique, parce qu'elle transforme, qui fait refroidir. Donc, si on augmente la température, la réaction
se déplace, ou bien l'équilibre se déplace dans le sens de la réaction qui refroidit. La réaction qui refroidit, c'est la réaction endothermique. Je tiens à attirer votre attention sur un point très important. C'est pas que la réponse 1 est endothermique et la réponse 2 est exothermique. Ça, tout dépend de la variation de l'enthalpie. Si on vous donne delta H négative, ça signifie que le sens 1 est si on vous donne delta H qui est positif, ça signifie que la réaction dans le sens 1 est endothermique et la réaction dans le sens 2 est exothermique. Alors, l'énoncé, lorsqu'on fait augmenter la température du système, l'équilibre se déplace dans le sens de la réaction endothermique. Je vais vous donner un exemple. La synthèse de l'eau. La synthèse de l'eau à température élevée est un équilibre. Donc, on vous donne l'exemple. Donc, l'eau à partir de deux gaz qui sont l'hydrogène et l'oxygène. Donc, on vous donne la réaction elle est réversible, se déroule dans le sens 1 et se déroule aussi dans le sens 2. Donc, on vous donne delta H qui est inférieur à 0. Ici, donc, il s'agit d'une réaction exothermique, c'est-à-dire le sens 1 exothermique et le sens 2 l'inverse endothermique. Donc, normalement, la réaction directe donc, la réaction directe dans le sens 1 est exothermique. Elle est donc, normalement, d'après le principe de Le Chatelier, favorisée par une baisse de température parce que la réaction exothermique, elle dégage de la chaleur, donc elle réchauffe. Donc, il y a une température élevée. Donc, pour pouvoir équilibrer la réaction, on doit travailler à température basse. Effectivement, à basse température, à 25 degrés Celsius, par exemple, la synthèse de l'eau est une réaction pratiquement complète. Donc, si on veut déplacer totalement la réaction dans le sens 1, la réaction dans le sens 1 est exothermique, donc on doit travailler à température faible. Alors, n'hésitez pas à poser les questions si vous avez. Alors, on peut démontrer cette loi à partir de l'équation de Van 't Hoff. Donc, on va démontrer cette loi à partir de l'équation de Van 't Hoff. Donc, on exprime Kc de façon générale. Donc, c'est le produit de concentration du second membre puissance coefficient stoichiométrique sur le produit de concentration du premier membre puissance coefficient stoichiométrique dans le cas général. Donc, ici, on prend si delta H elle est positive. Donc, on revient aux conclusions de la loi de Van 't Hoff. Si delta H est positive, donc on obtient la dérivée de log K par rapport à la température est positive. Donc, delta H est positif, donc la deuxième fraction, elle est positive. Donc, log K, donc K croît avec la température. Alors, donc lorsque K croît avec la température, donc K ici supérieur à 1. Donc, ici, on a les concentrations de C et D augmentent et les concentrations de A et B diminuent lorsque la température croît. C'est-à-dire, on a la concentration de C et D supérieure aux concentrations de A et B. Donc, ici, l'équilibre, normalement, il se déplace dans le sens 1. Parce que les concentrations de C et D sont plus grandes que A et B. Donc, le sens favorisé, c'est le sens 1. Ici, il y a un déplacement dans le sens direct. Et ici, on a le sens direct et les endothermiques. Parce que je vous ai dit au début que delta H, elle est positive. Donc, endothermique par augmentation de la température. Donc, si on augmente la température, et si K, la température, donc la dérivée de log de Kc, donc K croît avec la température. Donc, si on augmente la température, l'équilibre se déplace dans le sens 1, et ici, le sens 1 il est endothermique. Et l'inverse est juste, un déplacement en sens inverse, exothermique, par diminution de la température. On va examiner le deuxième facteur, c'est la pression totale. Alors, si on fait varier la pression totale du système, l'équilibre se déplace dans quel sens? Alors, donc, lorsqu'on parle de pression totale, on parle de nombre de moles de gaz. Alors, une augmentation de pression entraîne un déplacement de l'équilibre dans le sens qui diminue le nombre de moles de gaz. Toujours, on raisonne d'une façon opposée. Ça, c'est l'énoncé du principe de Le Chatelier concernant la pression totale. Alors, si on fait
varier la pression totale, c'est-à-dire si on fait augmenter la pression totale, l'équilibre totale dans le sens qui fait baisser le nombre de moles de gaz. On va prendre les exemples pour mieux comprendre. Équilibre homogène gazeux, toujours la synthèse de l'ammoniac. Par la réaction 1, on passe de 4 moles à 2 moles. Donc 3 de l'hydrogène plus 1 mol de l'azote, donc ça devient 4. Et le second membre 2, donc on passe de 4 à 2. Si on veut déplacer l'équilibre dans le sens 1, le sens 1 fait baisser le nombre de moles de gaz, donc on doit travailler à pression élevée. Si on est fait à très haute pression, que s'effectue la synthèse industrielle de l'ammoniac. Inversement, si on veut déplacer l'équilibre dans le sens 2, c'est-à-dire la dissociation de l'ammoniac, par la réaction 2, on passe de 2 moles à 4 moles. Donc, ici, il y a augmentation du nombre de moles de gaz. Donc, si on veut déplacer l'équilibre dans le sens 2, on doit travailler à pression faible. Alors, on va prendre un autre exemple qui est un exemple d'équilibre hétérogène. La réaction de dissociation du carbonate de calcium par la réaction 1, donc on passe de 0 à 1 mol de gaz. Ici, il faut faire très attention, donc on va prendre en considération que les substances qui sont à l'état gazeux. Donc, par la réaction 1, on passe de 0 à 1 mol. Donc, il y a augmentation du nombre de moles de gaz. Donc, la réaction de décomposition de carbonate de calcium favorisée par une diminution de la pression totale du système. Si inversement, donc on veut déplacer l'équilibre dans le sens de synthèse, de la réaction de synthèse de carbonate de calcium. Donc, durant le sens de la réaction 1 ou par la réaction 1, on passe de 1 mol à 0 mol, c'est-à-dire il y a diminution du nombre de moles de gaz. Donc, ici, la réaction 2, elle est favorisée à pression élevée. Si le nombre de moles de gaz du premier et du second membre sont égaux, la pression totale n'influe pas sur le déplacement de l'équilibre. C'est le cas du système. Donc, l'iode plus l'hydrogène, ça nous donne l'iode d'hydrogène. On a deux nombres de moles de gaz dans le premier membre, égal à 2 pour le second membre. Donc, ici, si on fait varier la pression totale, ça n'a pas d'influence sur le déplacement de l'équilibre. Alors, on va démontrer la loi dans le cas du système supposé, par exemple, homogène et gazeux. Alors, pourquoi, lorsqu'on fait augmenter la pression, l'équilibre se déplace dans le sens qui fait baisser le nombre de moles de gaz et non pas l'inverse? Alors, on va prendre un équilibre homogène gazeux, où soit donc le Na, Nb, Nc et Nd sont le nombre de moles respectivement de A, B, C, D. Et Pa, Pb, Pc et Pd sont les pressions partielles du système à l'équilibre. Donc, on a nombre de moles total, c'est la somme du nombre de moles partiels de chaque substance. Et la pression totale, c'est la somme des pressions partielles de chaque gaz. Donc, nous avons les relations suivantes. La pression totale sur le nombre de moles total égale pression de A sur le nombre de moles de A, égale aussi pression de B sur le nombre de moles de B, égale aussi pression de C sur le nombre de moles de C, et égale aussi pression de D sur le nombre de moles de D. Si on veut déduire la pression de A égale à quoi en fonction de pression totale et de nombre de moles, donc PA égale nombre de moles de A sur nombre de moles total, fois la pression partielle, fois la pression totale. La même chose pour la pression partielle de B. Donc ça, on exprime les pressions partielles en fonction de nombre de moles et de pression totale. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, donc la même chose pour C et pour D. Donc, la quantité Na et N est appelée par définition titre molaire de A ou bien fraction molaire de A. On la symbolise par grand N, Na. La même chose pour B, la même chose, c'est le titre molaire de B, Nb, et Nc, c'est le titre molaire de C, et le Nd, c'est le titre molaire de D. Donc, le titre molaire ou bien la fraction molaire, c'est une grandeur sans dimension, mol sur mol. Donc, dans l'expression de la loi de Goldberg-Dubage, on va exprimer la constante d'équilibre de façon générale, puisqu'on est en présence de gaz, donc on exprime en fonction de Kpt et en fonction des pressions partielles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer la pression partielle, les pressions partielles de chaque gaz par leur formule en fonction de pression totale et de fraction molaire. Alors, on obtient la formule suivante. Donc, c'est le produit des fractions molaires du second membre puissance coefficient stéchiométrie sur le produit des fractions
molaire du premier membre, pardon, puissance coefficient stoichiométrique égale KPT fois la pression puissance A plus B moins C moins D. C'est une simple application mathématique et elle est simple. Alors, on prend la première possibilité. C'est A et B, pardon, A plus B supérieur à C plus D. Ça signifie que la pression va prendre une valeur supérieure à 1. Alors, si on fait augmenter la pression, donc la pression augmente, ça signifie que le second membre augmente. C'est-à-dire NC et ND augmentent et NA et NB diminuent. Alors, pour que la relation soit respectée, donc l'équilibre doit se déplacer dans le sens qui fait augmenter le second membre. Le sens qui fait augmenter le second membre, c'est le sens 1, c'est-à-dire la réaction directe. Et au cours de la réaction directe, donc on va examiner est-ce qu'il y a augmentation ou bien diminution du nombre de moles de gaz en revenant à A plus B supérieur à C plus D. Alors ici, si on passe dans le sens 1, on a diminution du nombre de moles de gaz parce que A plus B est supérieur à C plus D. Donc si on fait augmenter la température, l'équilibre se déplace dans le sens qui fait baisser le nombre de moles de gaz. Et l'inverse est juste. Une diminution de la pression entraîne la réaction 2, ou bien entraîne un déplacement de l'équilibre dans le sens de la réaction 2. Maintenant, c'est A plus B égale à C plus D. La pression totale n'a pas d'influence sur le déplacement. Donc, la troisième possibilité, c'est A plus B est inférieur à C plus D. Donc, ici, la pression va prendre une valeur qui est inférieure à 1, c'est-à-dire on écrit 1 sur P. P, ça devient en dénumérateur. Si on fait augmenter la pression, ça signifie que la deuxième partie, c'est-à-dire la fraction, toute la fraction sur l'autre côté, doit diminuer. Alors, pour qu'on puisse diminuer la fraction, donc, il y a trois possibilités mathématiques. Soit on diminue le numérateur seul, soit on augmente le dénumérateur seul, soit on fait diminuer à la fois le numérateur et augmenter à la fois le dénumérateur. Et chimiquement, on accepte la troisième possibilité parce qu'on est en présence de réaction chimique. Donc, un membre diminue et l'autre augmente. On ne peut pas augmenter un membre et l'autre reste constant. Donc, on accepte la troisième possibilité. Donc, lorsqu'on fait augmenter la pression, ici, il y aura augmentation du premier membre et diminution des concentrations des second membres. Donc, pour que la relation soit respectée, l'équilibre se déplace dans le sens qui fait augmenter le premier membre. Le sens qui fait augmenter le premier membre, c'est la réaction inverse, c'est la réaction numéro 2. Alors, on va examiner si le sens 2 fait augmenter ou bien fait baisser le nombre de moles de gaz. On revient à A plus B qui est inférieur à C plus D. Donc, durant le sens 2, on aura une diminution du nombre de moles de gaz. Donc, c'est vérifié. Lorsqu'on travaille à pression élevée, l'équilibre se déplace dans le sens de la réaction qui fait baisser le nombre de moles de gaz. Ça, c'est une loi et c'est une règle à garder en tête. On va examiner les concentrations via la pression partielle. Alors, les concentrations, lorsqu'on parle de système à l'état liquide, pression partielle, lorsqu'on parle de système à l'état gazeux. Alors, l'énoncé du principe de Le Chatelier, l'équilibre se déplace dans le sens de la disparition d'un constituant dont on a augmenté sa concentration. On a l'équilibre suivant, l'équilibre des systèmes gazeux. À partir de l'iode, l'hydrogène, on obtient l'iodure d'hydrogène. Alors, dans l'équilibre réalisé dans une enceinte, on introduit de l'hydrogène. On va augmenter la concentration ou bien la pression partielle de l'hydrogène. On augmente la concentration de ce gaz. Les gaz aussi ont des concentrations, donc on peut définir les concentrations des gaz. L'équilibre se déplace dans le sens qui fait baisser cette concentration, donc, et le sens qui fait consommer l'hydrogène, c'est le sens 1. Pour démontrer la loi, écrivons la loi de Goldberg-Iwage pour le système en équilibre. Donc, on peut exprimer aussi en fonction de KCT, mais le plus juste d'exprimer en fonction de KPT parce qu'il s'agit des pressions. Alors, introduisons la substance A, par exemple, dans le système maintenu à volume constant, ne change pas le volume, juste la concentration de A augmente, les autres concentrations ne sont pas affectées, elles restent constantes. Par suite, le système n'est plus à l'équilibre, puisque la loi n'est plus vérifiée. L'équilibre est déplacé dans le sens de la disparition de A
ici le sens de déplacement, de disparition de A, c'est le sens numéro 1, c'est-à-dire le sens de la réaction directe. En votant quelques exemples pour mieux comprendre. Dans le cas des systèmes hétérogènes, seules les concentrations figurent dans la loi d'action de masse en facteur d'équilibre. Exemple hétérogène, phase solide et phase gazeuse. La loi de Goldberg-Iwage, donc on exprime en fonction de KPT qui égale uniquement la pression partielle du CO2 parce que la chaux et le carbonate de calcium se trouvent à l'état pur, donc il s'agit de corps purs et leur activité égale à A n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc ne fait pas intervenir les CaCO3 et CaO, elle ne fait intervenir que CO2. Donc par conséquent, si on introduit par exemple le CaCO3 ou bien on enlève soit CO3, soit le CaO, ça n'a pas d'influence sur l'équilibre, c'est-à-dire ne déplace pas l'équilibre. On passe à une autre, donc on a terminé avec les facteurs d'équilibre, on passe à une autre notion, c'est le coefficient de dissociation. Alors lorsqu'une substance subit 20 minutes, moi 10 minutes, non.